Bonsoir Madame, Monsieur, merci de vous joindre à nous. Les yeux du monde entier restent rivés sur le génocide en cours dans la bande de Gaza palestinienne, un territoire de moins de 400 km² quotidiennement bombardé par l'aviation de l'occupation sioniste depuis 24 jours. Près de 10 000 morts et disparus palestiniens sont déjà à déplorer. 18 000 blessés sont massés avec des milliers de réfugiés du nord de Gaza dans les hôpitaux de la ville, des hôpitaux dont celui d'Al-Quds et El-Shifa, plusieurs fois harcelés par des bombardements de sommation de les évacuer au plus vite. Un génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité sont donc perpétrés par l'entité sioniste couverte par une machine médiatique occidentale rodée à la propagande. Pour les médias mainstream, il s'agit du droit des sionistes à se défendre contre le terrorisme, une vieille rhétorique colonialiste pour légitimer le massacre des populations palestiniennes depuis 1948 par l'armée d'occupation et rendre possible ces velléités annexionnistes. On en parle sur notre plateau avec Madame Leïla Lefebvre, journaliste accréditée auprès de l'Union européenne. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Avec nous également, professeur Abdeslam Benzaoui, enseignant à l'école de journalisme et des sciences de l'information. Merci également d'être avec nous. Bonsoir. Alors, jamais, Madame Lefebvre, la propagande pro-sioniste, pas seulement dans les médias classiques, mais aussi dans les réseaux sociaux, n'a été aussi acharnée. Il y a de tout, des fake news, la manipulation des images, la mise en doute des chiffres palestiniens, des victimes palestiniennes, la chape de plomb sur la réalité du terrain, la guerre médiatique semble devenir plus importante que les résultats militaires des sionistes de l'occupation. Absolument, vous l'avez très bien dit. Nous vivons une guerre des médias et la censure, je ne l'ai jamais vue de mon vivant depuis que je pratique aussi le métier de journaliste. Oui. Au cœur battant de l'Union européenne, Bruxelles, vous le savez, ça fait 30 ans que je suis accréditée aux institutions européennes. Circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à dire. Circuler, voilà. Donc, il ne faut surtout pas montrer ce qui se trame, ce qui se fait, ce massacre de civils, oui, d'enfants, de femmes, de vieillards dans la bande de Gaza. Et je rappelle que la bande de Gaza, c'est une des régions, c'est une ville palestinienne et que le Hamas est un mouvement de libération palestinien. Je le dis parce que votre émission est en langue française. Alors, c'est pas évident de le dire, justement. Absolument, parce que merci. Sur des médias occidentaux. Sur des médias occidentaux, c'est même totalement proscrit. Si vous voulez être invité sur un plateau de télévision ou un studio de radio française ou européenne ou américaine, vous allez devoir faire cette profession de foi, hein, si j'ai envie de dire, ouais, de condamner systématiquement ce qu'ils appellent le terrorisme du Hamas. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que la crédibilité des médias, des mastodontes médiatiques occidentaux peut être entamée aujourd'hui après ce que nous sommes en train de voir? Certainement. Je parle pour l'opinion internationale, pas pour nous sommes là devant un cas d'école, c'est-à-dire que là, on voit de manière flagrante ce qu'on devinait avant. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment créer une histoire, un storytelling, où on campe des personnages dans un décor bien précis. Ça se passe à Gaza. Et les personnages, on nous a campé des personnages, un groupe terroriste qui attaque un pays démocratique, libéral, le seul pays de la région. Et ça, on va le voir tout à l'heure, ça a été développé depuis longtemps. Un pays démocratique, libéral et dynamique dans la région, hein, entouré par des pays conservateurs, rétrogrades, etc. Et d'où directement le droit à la légitime défense. Et ça, c'est un peu la storytelling qu'on nous a raconté, qu'on a trouvé dans tous les médias les plus importants, tous les médias occidentaux. Bon, comment ça a été monté, ça on pourra le voir tout à l'heure. Oui. Mais c'est clair qu'il y a une histoire qui nous est racontée. C'est pas de l'info, ça. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Mais est-ce qu'il n'y a pas le danger justement sur la nature du conflit? Aujourd'hui, il y a cette tentative. Elle est massive, cette fois-ci, de changer la nature du conflit. On veut faire abstraction d'un contexte d'occupation, de colonisation des territoires palestiniens, de massacre d'une population déjà martyrisée, oppressée par l'occupant.
et nous parlons d'une lutte antiterroriste. C'est évacuer complètement le contexte dans lequel vivent les Palestiniens depuis 1940. Ça, c'est décontextualiser le problème. On le met hors contexte, donc on n'en parle pas. Aucune chaîne ne parle du problème qu'il y a une colonisation israélienne en Palestine. Ça, on n'en parle plus. On nous crée une histoire et donc on ne discute plus du problème palestinien. On oublie que Hamas reste un mouvement de résistance qui est avant tout un mouvement national palestinien. Ça, on n'en parle pas. On inscrit Hamas dans la vaste mouvement. Qui est un parti politique avant tout. Absolument. On ne dit surtout pas que on fait l'analogie avec Daesh. Avec Daesh. Alors qu'on veut faire oublier le passé récent d'une expérience politique pour le Hamas qui a été élu en 2006. Après, il s'est passé ce qui s'est passé et qui a en tout cas justifié, selon l'occupation sioniste, le blocus dans lequel vivent les Gazaouis depuis 17 ans. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui le danger, et je répète ma question justement, d'évacuer complètement le contexte de l'occupation, de la colonisation? Et c'est le but aujourd'hui de cette narrative pro-sioniste. C'est un des buts, franchement. Et on s'en cache plus, on le dit, mais vraiment, vous évoquiez tout à l'heure les grandes télévisions, les grands médias mainstream, ils le disent sans honte, et de manière complètement libre. J'ai envie juste très rapidement d'ajouter par rapport à ce que M. Benzaoui a dit par rapport au récit, par rapport à voilà ce qu'on est en train de faire. Nous sommes en train de nous défendre parce que nous avons été attaqués par un mouvement terroriste qui s'appelle Hamas. Et ce qu'on ajoute à tout cela, c'est de dire c'est la première fois depuis la Shoah, depuis l'Holocauste, que l'on a vu, on est choqués, hein, vous savez, nous, entre guillemets, les gens de culture judéo-chrétienne, nous sommes choqués parce que c'est la première fois que nous sommes confrontés à la mort des Juifs et à un millier de morts, dit-on. Et donc ça ajoute aussi, c'est une raison de plus, j'allais dire de trop, pour massacrer à tour de bras. Et nous sommes, au moment où on parle ce soir sur votre chaîne, à plus de 8000 Palestiniens tués. Et donc c'est vraiment très gravissime. Du ministère de la Santé. Je pense qu'ici, de l'autre côté de la Méditerranée, le côté sud de la Méditerranée, vous avez encore des langues occidentales, c'est parfait. J'aimerais beaucoup que mes compatriotes belges, francophones, les citoyens français et canadiens et suisses regardent votre émission pour qu'ils comprennent les raisons pour lesquelles les Palestiniens qui habitent dans la bande de Gaza, un jour ils ont dit on va encore tenter le tout pour le tout et on va essayer d'aller de l'autre côté d'Israël et essayer de faire bouger les choses. Il faut rappeler au monde entier, madame, que la bande de Gaza est sous embargo total et complet depuis plus de 16 ans. Complet, madame. Alors, qui peut survivre à 16 ans d'embargo? Il faut aussi rappeler surtout que la Palestine est occupée et que cette fois-ci, c'est peut-être une guerre de libération. Ce pays cherche à partager sa propre terre. Ça peut être un point de rupture selon vous? La terre palestinienne était palestinienne et les habitants elle était habitée par des Palestiniens musulmans, des Palestiniens chrétiens et des Palestiniens juifs. Oui. On est venu prendre cette terre. On est venu d'où, madame? Il faut le rappeler. On est venu d'Europe. C'est l'Europe aujourd'hui qui occupe la Palestine. La plupart de ce qu'on appelle aujourd'hui les Israéliens sont européens. Oui. Et qui arrivent toujours d'Europe et des États-Unis, qui sont incités à aller vers l'entité sioniste, y vivre tout simplement et prendre plus de territoire palestinien. Je voudrais revenir sur vous parlez justement de nos confrères journalistes européens. Est-ce que vous qui êtes en contact justement avec eux,
Est-ce que vous pensez qu'ils sont convaincus de la narrative pro-sioniste, ou est-ce qu'ils sont conscients aujourd'hui de cette mise au pas, parce que c'est ce que c'est aujourd'hui, cette mise au pas de tous les médias occidentaux au profit de la rhétorique sioniste? Vous parlez des gens de la profession, bien sûr. Ils sont tout à fait conscients de ce qui se trame. Oui. Il y a un certain nombre qui épousent cette thèse, et il y a d'autres qui dénoncent. Attention. Donc il y a des journalistes encore aujourd'hui, en Belgique, en France, dans toute l'Europe, même en Grande-Bretagne, qui dénoncent le massacre qui est en train de se perpétrer, ce génocide qui est en train de se perpétrer. Qui ne peuvent pas le dénoncer, en tout cas, sur les médias publics. Du monde entier, pardon. Qui ne peuvent pas le dénoncer sur les médias publics, les grands médias, en tout cas occidentaux. Sinon, c'est compliqué. vous êtes censuré. Après, si par malheur, vous êtes invité sur un plateau de télévision d'une grande télévision publique ou privée, pour une fois, ça passe. Mais après, vous êtes censuré, c'est clair. Monsieur Benzaoui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose. Moi, heureusement qu'il y a quand même une opinion publique mondiale. Quand on a vu tout ce qui s'est passé, toutes les manifestations un peu partout dans le monde, et surtout en Europe, aux États-Unis, etc., même s'il y a un peu de la diaspora arabe, etc., mais il y a quand même des gens, il y a une opinion publique, il y a des gens qui n'acceptent pas un peu cette narration et ce discours un peu spécial. Mais ce qui est important, et on le voit aujourd'hui, mais ce discours, si vous voulez, ce discours qu'on voit aujourd'hui, en fait, il a des origines anciennes. Hein. Quand on parle de la hasbara, hasbara ou hasbara, qui est un mot... Hasbara, un mot hébreu, un mot hébreu qui veut dire tout ça, qu'on n'arrive pas à traduire, mais qui veut dire relations publiques. Et ça a été mis en place, je me rappelle, par déjà le secrétaire général du Congrès sioniste, déjà, qui est mort, ça fait très longtemps, Nehum Sokolov, je crois il s'appelle. Et ça veut dire quoi? C'est de mettre en place une stratégie de défense donc d'Israël, et qui met en, j'allais dire, c'est ce discours qu'on retrouve qui a déjà été mis en place il y a déjà des années. Alors, ça a commencé très exactement dans les années 80, c'était après le massacre de Sabra et Shetila. Absolument. Justement, je voulais vous poser la question là-dessus. Après ces massacres de Sabra et Shetila, l'image de l'entité sioniste, si elle n'était pas déjà entachée de crimes divers, elle était davantage à cette époque-là. Donc il a fallu concevoir ce qu'on appelle la hasbara, ce qu'ils appellent la hasbara. Et il existe jusqu'à aujourd'hui des structures, à la fois dans l'entité sioniste et surtout aux États-Unis, pour influencer dans le monde, et en particulier donc, les Américains, pour qu'ils se représentent d'une manière particulière, l'entité sioniste et tout le Proche et Moyen-Orient. Oui, la hasbara, d'abord, c'était après donc, les massacres de Sabra et Shetila, mais le mot en lui-même, il a été cité par Sokolov déjà, Sokolov est mort en 1936. Le concept était déjà lancé. Maintenant, pour parler de cette stratégie communicationnelle, stratégie de relations publiques, comme il l'appelle, aux États-Unis, ça a été mis en place, ça fait très très longtemps. C'était déjà avec ce qu'on appelle les groupes de pression pro-israéliens, AIPAC, ce qu'on appelle aussi les enfants de l'Alliance, tous ces organisations juives qui ont fait même base sur le système américain. Vous savez, certains aujourd'hui quand ils parlent des États-Unis, du complexe militaro-industriel. Oui. C'était Eisenhower à l'époque qui avait dit, s'il y a une menace qui me fait peur, c'était son discours d'adieu en 61, quand il a quitté la présidence américaine, s'il y a quelque chose qui me fait peur pour les libertés aux États-Unis, c'est ce complexe qui est en train de se mettre en place, cette alliance entre les militaires et les industriels, qui sont tous privés aux États-Unis, et qui va restreindre les libertés aux États-Unis. Aujourd'hui, on parle plus d'un complexe militaro-médiatique, c'est-à-dire que c'est les grands médias qui ont fait cette alliance avec le militaire et qui mettent et auquel est venu se greffer ce qu'on appelle ces groupes de pression pro-israéliens. Qui ont migré aussi en Europe, comme en France avec le CRIF. Absolument. Oui. Et qui ont pratiquement gangréné le système américain, qui ont mis en place ces relations publiques. Vous savez, je me rappelle qu'à l'époque de Reagan, il y avait 40 sénateurs sur 200 qui étaient israéliens, qui étaient juifs au Sénat américain. Et vous voyez, donc cette vision, ce narratif dont vous parlez,
que l'on voit aujourd'hui, il a été mis en place avec une stratégie bien élaborée depuis des années. Hein. Oui. Donc c'est pas nouveau, sauf que c'est flagrant. C'est plus flagrant, mais cette histoire de pauvre petit État démocratique au milieu d'un monde arabe rétrograde, conservateur, ça a été mis en place, ça fait très longtemps. C'est supporté aujourd'hui. Si vous voulez, ça a été lancé par les Britanniques à la naissance de l'État d'Israël, et c'est repris aujourd'hui par les États-Unis. Et le problème, moi je voudrais aussi citer ça, c'est qu'on avait un petit espoir dans les pays européens avec le gaullisme, avec cette politique équilibrée, par exemple de la France, mais depuis l'avènement de Sarkozy jusqu'à aujourd'hui, il y a cette même base de ces lobbies. Et moi je dis, c'est l'arrivée de la droite dure en France avec Sarkozy, Macron, etc. aujourd'hui. Non assumé, puisque le président français actuel n'assume pas ses positions de droite. D'ultra-droite, moi je dirais. D'ultra-droite. On ne peut pas mélanger avec l'extrême droite. Notamment avec sa proposition de former une coalition. Et ça, c'est la meilleure. Hein. Oui. L'Europe, comme les États-Unis et le Canada, quand on parle d'Amérique, c'est aussi le Canada. C'est un triangle. Vous avez la haute finance, les médias, ça fait déjà 2, et le militaire. Exactement, et l'armement. L'armement. Et c'est un bloc. C'est un bloc, et puis quand vous allez prendre juste une petite loupe, regarder ce triangle de très près, vous allez trouver même que ces gens qui sont dans la haute finance financent aussi l'armement et financent aussi les médias. Mais c'est peut-être très bien qu'on le dise ici, dans votre émission. Moi, je suis partisane de l'action. C'est très bien de dénoncer et c'est très important d'informer et d'expliquer. Mais il faut aussi agir. Que faisons-nous dans ce qu'on appelle le monde arabe ou la Ligue des pays arabes ? Qu'est-ce qu'on a fait depuis la moitié des années 90 90. En français. Pardonnez-moi, je parle belge. C'est un autre français, comme en Algérie. On a un propre français. Ouais. On a commencé à lancer des chaînes satellitaires en langue arabe, à l'instar de Al Jazeera, Al Arabiya et consorts. Il y a des milliers de chaînes de télévision en arabe. Pour chanter, pour danser, pour je ne sais pas quoi, ou alors quelques chaînes plus ou moins, on dit sérieuses, d'information en continu. Oui. Qui aujourd'hui, pour revenir à la réalité d'aujourd'hui, qui est en train de couvrir, qui est en train de donner les images de ce qui se passe dans la bande de Gaza? Certaines chaînes d'information arabes. Surtout une chaîne d'information particulière qui est financée par un pays du Golfe. Cette chaîne de télévision, on ne va pas me raconter qu'elle n'a pas l'aval et l'autorisation des autorités israéliennes. Comment nous gens de médias, comment on fait de la télévision à distance? C'est à travers des satellites. Les satellites sont israéliens qui vous ramènent les images. Donc, si on a décidé de montrer ces images, je vais le dire, vous l'avez dit juste un peu avant l'émission, vous avez, madame, parce que derrière votre casquette de journaliste, il y a une femme, et peut-être même une maman. Mais il dit, vous avez perdu quelques kilos depuis que vous regardez ces images. Moi, je les zappe, je ne les regarde pas. Je n'ai pas besoin de ces images-là. Parce que vous savez ce qu'ils peuvent donner. Ils peuvent encore donner énormément de haine. Oui. Et n'oubliez pas, en parlant que de la France, il y a plus de 6 millions d'Algériens qui y habitent. Il y a peut-être, réguliers, quand vous regardez, il y a peut-être une dizaine de millions de musulmans en France. Ce qu'ils veulent, en fait, ils veulent qu'une tête brûlée se dise « ils sont en train de les tuer, pourquoi ils brûlent, pourquoi ils incendient, pourquoi ils éventrent, pourquoi ils coupent, ils décapitent les enfants palestiniens. » Alors qu'est-ce qu'il va faire ce monsieur, Allahu Akbar, et hop, un attentat à Paris. On est en train de les attendre avec énormément d'impatience. Alors moi, je dis à ces francophones, qu'ils soient algériens ou maghrébins, tous les francophones, arabes, amazirs, musulmans, qui habitent dans les pays européens, qui comprennent la langue que je suis en train d'utiliser pour leur parler, s'il vous plaît, pas d'attentat.
Il faut agir autrement. C'est vrai que ça peut attiser Absolument, une parce que c'est ce qu'ils réaction. recherchent aussi. Il y a un Ils sont en discours train de le dire, les médias mainstream en Occident. Ils sont en train de dire vous allez voir, ça va venir. Il y a aussi le se venger chez fait nous. de susciter ce sentiment d'impuissance en regardant cette tragédie qui se joue à Gaza. Mais je voudrais vous poser la question suivante, parce que Mme Haddad a soulevé justement ce point particulier. La propagande sioniste, on le voit, elle est financée, elle est installée depuis presque toujours, depuis la création de l'entité sioniste en Palestine. Comment la contrer aujourd'hui? Nous avons dans le monde arabe des milliers de chaînes d'information. Certaines sont très connues, peuvent faire un travail justement pour contrer ne serait-ce que certaines thèses complètement erronées. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi ça n'a pas été fait? Et est-ce que ce n'est pas ça finalement qui nous a conduit à ce point de rupture aujourd'hui, à ce que les Palestiniens se fassent massacrer dans un vase clos et personne n'est en mesure de les Moi, protéger? je dirais, est-ce qu'on veut le faire d'abord? Est-ce que ces chaînes arabes veulent le faire? Parce que quand vous voyez ces chaînes arabes, je suis tout à fait d'accord avec vous, chers collègues, c'est que, regardez ce que fait Al Jazeera. Elle fait une victimisation de la population. On montre des enfants en train de mourir, des femmes. C'est la victimisation. C'est presque de nous faire pleurer. Et on ne peut pas supporter de voir ces images, mais nous faire pleurer. C'est-à-dire, c'est l'image qui nous est envoyée, qui nous est renvoyée. C'est une image de gens qui ont été défaits, qui ont connu la défaite. On n'a pas les images d'Israël à côté. On n'a pas les images d'Israël. Israël, c'est toujours l'État fort, l'État, etc. Et les Arabes, c'est ça. C'est des gens qui pleurent, c'est des gens qui sont misérables, c'est des gens qui courent après la bouffe, etc. Ça, c'est une image très dévalorisante, même si elle peut avoir un impact auprès de l'opinion publique, mais une image très dévalorisante de la nation arabe. C'est ce que font ces chaînes-là. Deuxième élément dont je parle souvent, c'est que ces chaînes arabes, elles parlent à qui? La plupart, à part Al Jazeera qui a sa version anglaise, elles parlent à qui? Elles nous parlent à nous, arabes. Elles parlent en arabe. Mais vous croyez qu'un Américain, qu'un Africain, qu'un Polonais, il va voir ces chaînes arabes? Donc déjà, le fait de parler en arabe, c'est qu'elle parle. Elle parle aux Arabes. Bon, il y a une stratégie derrière, je ne veux pas l'aborder, mais elles ne parlent et donc elles n'ont pas d'impact. Vous savez, en géopolitique des médias, on dit toujours que ce qui est important, il y a trois choses dont il faut tenir compte. Il faut les sources d'information, on ne les a pas. C'est les grandes agences de presse, les trois connues dans le monde, AP, Reuters et l'AFP. Même si on parle de réseaux, de plateformes numériques, mais les infos viennent des agences. Oui. Et deuxièmement, c'est les moyens. Bon, les pays du Golfe les ont, ils ont de l'argent, mais c'est tout ce qu'ils ont. Et puis c'est l'impact. Et l'impact, les chaînes arabes n'ont aucun impact si on sort du monde arabe. Donc il n'y a aucun moyen aujourd'hui de contrebalancer la narrative. Il n'y a pas de volonté de contrebalancer. Il n'y a pas de volonté de contrebalancer. Peut-être que, et c'est ça qui fait mal au cœur, c'est qu'il y a une complicité d'un certain côté de laisser faire les choses. Et vous l'avez très bien dit au départ, c'est de dénaturer le conflit. Oui. C'est de l'inscrire dans cette fameuse guerre du monde, j'allais dire, civilisé contre les terroristes barbares, islamistes, etc. Et c'est bien cette idéologie judéo-chrétienne qu'on retrouve dans les groupes de pression du lobby juif. C'est cette, j'allais dire, alliance entre les défenseurs d'Israël, les pro-israéliens, et les évangélistes américains et les chrétiens un peu, j'allais dire, en Europe. Et ça s'inscrit dans ce que disait Huntington, dans ce choc des civilisations, et on efface la colonisation. Il n'y a pas de colonisation dans la région. Voilà. Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. J'ajouterai simplement, je l'ai dit il y a 2 jours, j'ai été invitée par une consoeur à Alger-Chan 3, Madame Souila Lachmi, pour ne pas la citer. J'ai lancé un appel direct et je voudrais le réitérer ici. J'ai lancé un appel aux chefs d'État et de gouvernement de pays arabes. Vous avez le pétrole qui coule à flot et les dollars avec. Le nerf de la guerre, c'est ça qui fait un média, surtout un média lourd. Mais nom de Dieu, pardonnez-moi, pourquoi on n'a jamais pensé à lancer une très grande chaîne de télévision pan-arabe qui diffuse par tous les satellites internationaux
une chaîne en français, une chaîne en anglais, une chaîne en espagnol, une chaîne en portugais, une chaîne en chinois. C'est peut-être l'absence de volonté, et justement, d'en parler. La seule chose, on dit, moi depuis toute petite, hein, monsieur, j'entends dire les Arabes se sont mis d'accord pour ne pas être d'accord. Mais j'ai entendu aussi dire, même grande, que les Arabes, que la Palestine met tous les Arabes d'accord. Alors, moi, je leur dis, vous avez l'expertise, vous avez les médias professionnels, ils ont beaucoup d'expertise et d'expérience aujourd'hui. Beaucoup ont été formés à BBC par les Britanniques, d'autres, comme Al Jazeera, par les Américains, d'autres par les Européens, les Français, les Belges, etc. Créer une chaîne, à l'instar d'Euronews, qui a 11-15 langues différentes, elle les met dans le monde entier. Créer ces chaînes-là, j'ai envie de leur dire, créer cette chaîne-là et appelez-la Palestine en English, Palestine en français, Palestina en espagnol, etc. Oui. On n'a pas besoin de la langue arabe. Il y a trop de télévision, il y a une pléthore et pas la volonté justement de porter peut-être la voix je pense arabe. que ces télévisions sont là pour faire pour faire, j'ai oublié, pour divertir Et non pas informer. Et pas informer. Alors peut-être que aujourd'hui la voix palestinienne peut se faire entendre à travers les réseaux sociaux. Certains experts disent que même s'il y a ce qu'on appelle le shadow ban, c'est-à-dire qu'il y a des algorithmes qui effacent complètement les posts pro-palestiniens, l'entité sioniste serait en train de perdre sur ce front des réseaux sociaux. Et on le voit aujourd'hui, la rue occidentale est en ébullition. Nous n'avons jamais observé des manifestations aussi épaisses, aussi grosses en faveur des Palestiniens. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les réseaux sociaux peuvent justement faire le travail? Ils ont fait basculer les choses momentanément parce qu'ils ont, à mon avis, ils n'ont pas que réagi, ils ont même agi à l'avance, ils ont installé des applications, ils maîtrisent les nouvelles technologies. Oui, bien sûr. Et c'est pourquoi j'ajoute, en plus de lancer une très grande chaîne dans plusieurs langues occidentales et internationales, il faut que vous êtes, monsieur professeur à l'université algérienne de journalisme, et il faut pousser les étudiants à des études de qualité, surtout dans les nouvelles technologies. Le monde entier accepte, et c'est une vérité, je vous assure que c'est une vérité, les plus grands mathématiciens, depuis la nuit des temps, les plus grands architectes, les plus grands ingénieurs, en informatique notamment, proviennent de cette région du monde, ce qu'on appelle le monde arabe. Oui. Alors, il faut des écoles, il faut investir, il faut que chaque pays, je m'adresse à l'Algérie puisque je suis en Algérie, il faut investir dans les nouvelles technologies, il faut investir dans les sciences, il faut investir dans la numérisation. Donc, reprendre un petit peu les rênes de ces pôles. Tout à fait d'accord, parce que c'est vrai, voilà, heureusement qu'il y a les plateformes, mais finalement, c'est pas les plateformes, tout le réseau d'Internet, il est contrôlé par qui, hein. Donc, on peut lancer une vidéo ou quelque chose, mais on enlève, on efface, il y a des applications. Canal Algérie, elle est sur YouTube, madame. Vous le confirmez? Oui. OK, YouTube appartient à qui? Si demain, vous mettez une vidéo qui ne plaît pas, YouTube, il vous censure, il vous supprime. Absolument. Pourquoi vous ne créez pas pourquoi les Arabes, les Lumières, ne créent pas leur propre plateforme aussi. En attendant, il y a donc cette voie palestinienne qui passe quand même. Oui, c'est la politique du coup par coup. C'est-à-dire, moi je lance et puis ça passe. Des fois, ça a de l'effet. Hein. Oui. Ça a de l'effet justement sur la rue occidentale. Heureusement. C'est des images. C'est des images fortes des gens. Qu'on ne peut pas voir sur les médias mainstream américains, européens. Pas du tout. Non, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, heureusement qu'il y a une opinion publique internationale. Oui. Il faut travailler au niveau de cette opinion publique internationale qui peut faire basculer les choses. Regardez la fin de la guerre du Vietnam. Est-ce que vous pensez réellement, est-ce que la rue occidentale la pression peut faire basculer, peut être la fin de la guerre du déterminant. Vietnam. Vous savez comment fonctionnent les médias aux États-Unis? Moi, je vais vous donner un exemple. La fin de la guerre du Vietnam, ça a été parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations
au Vietnam, Oui. parce que les chaînes américaines avaient à l'époque filmé des images. Elles avaient montré les morts des soldats américains, les Vietnamiens, les villages brûlés, et les familles sont sorties. Elles ont manifesté devant la Maison-Blanche. Il y avait une pression terrible où les États-Unis se sont désengagés du Vietnam. Depuis, les Américains ont fait la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, ils ont fait travailler CNN. C'était un accord entre Ted Turner, qui était patron de CNN à l'époque, je parle de la première guerre du Golfe, et le Pentagone. On va vous donner l'exclusivité de ce qui se passe pendant la guerre du Golfe. C'est vous qui allez filmer, c'était la seule chaîne à l'époque, pendant la première guerre du Golfe, mais on va se mettre d'accord sur le narratif. Et le narratif, c'était quoi? C'était, je me rappelle, la première scène, il y avait le correspondant de CNN à l'hôpital, dans un hôtel à Bagdad. On entendait des bruits d'explosifs et il parlait, il disait comme ça, comme dans un jeu, la guerre du Golfe a commencé. Oui. Ça a été repris par toutes les chaînes du monde. Mais on n'a rien vu. On n'a pas vu de mort, ni du côté irakien, ni du côté américain. Et c'est maintenant, c'est comme ça que fonctionnent les médias américains. Il y a les concepts aujourd'hui embedded pour vraiment imposer une narrative Absolument. très, ça veut dire très quoi? restreinte. C'est ne plus montrer, surtout pas des soldats américains morts. On ne voit pas des soldats israéliens morts. Hein. Oui. C'est ne pas les montrer pour qu'il n'y ait pas d'effet sur l'opinion publique. Là, ce qui s'est passé pour Gaza, il y a eu ces images fortes, surtout après le bombardement de l'hôpital, où on a vu un hôpital bombardé. Maintenant, c'est les hôpitaux qui sont bombardés. Des images sont sorties. Et là, l'opinion publique bouge. Moi, je pense qu'il y a un espoir pour que les choses peut-être évoluent. Voilà, avec cette opinion publique internationale, il faut travailler là-dessus. Hein. Ça, c'est mon point de vue. Alors, justement, le droit humanitaire, puisqu'on parle de cette déshumanisation des victimes palestiniennes, le droit humanitaire est l'autre victime de ce conflit, de cette sale guerre. Il faut rappeler que c'est une guerre non pas classique, mais c'est une guerre qui est lancée contre des civils palestiniens. Il n'y a personne à Gaza pour protéger les Palestiniens actuellement. Et justement, est-ce que l'ampleur de cette catastrophe humanitaire que l'on voit, l'aide humanitaire, elle est totalement instrumentalisée, politisée, donc de ce génocide, devant une grande partie de la communauté internationale, totalement impuissante, je disais, et une machine médiatique occidentale qui ment pour justifier ces massacres, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui ce sentiment de menace sur la paix dans le monde finalement? Certains ont même parlé de l'antitétioniste comme représentant un danger aujourd'hui pour la paix dans le monde et pas seulement dans la région. De votre point de vue, du mien, peut-être de celui du professeur. Pas seulement, hein, Madame Lefebvre, pas seulement. Oui, non. Et de ce côté-ci, dans les pays du Sud de cette planète, oui. On va retrouver ce positionnement. Mais chez les plus forts, c'est un autre narratif. On n'a pas cessé tous les trois à utiliser ce terme. Oui. C'est un autre narratif bien drillé. Hein, la propagande est bien drillée. Vous parlez d'aide humanitaire. La semaine dernière, les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se sont réunis à Bruxelles en sommet, non pas pour discuter vraiment ce qui se passe dans la bande de Gaza, hein, mais elle n'était même pas dans l'agenda de ce sommet. Mais on l'a quand même évoqué. C'était les ministres des Affaires étrangères. Hein. Non, il y a eu un sommet. Il y a eu d'abord les Affaires étrangères qui ont préparé le sommet. Ensuite, ça a été suivi par un sommet. Et on n'a même pas discuté, sauf si je me trompe, hein, parce qu'avec le décalage, et je n'ai pas donné les fausses informations, si vous le dites, si vous avez vérifié. Allez-y. Il n'y a pas eu de sommet. Pour moi, il y a eu un sommet. Je ne sais pas. Mais pour les affaires étrangères, on est d'accord. Il y a eu une réunion des affaires étrangères. Ils n'ont pas pu être d'accord sur le mot cessez-le-feu. Certains pays de l'Union européenne ont proposé d'appeler à un cessez-le-feu. Ça a été rejeté complètement. Ça a été rejeté donc, par la majorité. Et ils ont dit, peut-être, on va appeler ça une pause humanitaire. On va appeler à une pause humanitaire de manière à permettre aux aides humanitaires de l'Union européenne de parvenir aux pauvres Gazaouis. Alors que la veille, on avait vu le ministre espagnol des Affaires étrangères qui allait donc faire un appel au cessez-le-feu. Et c'est le lendemain, justement, que lors de cette réunion des ministres des Affaires étrangères, il y a eu ce rétropédalage. L'Allemagne, elle a dit le rétropédalage est dû notamment à la position très forte des Allemands, mais aussi des Français, des Polonais, des Hongrois, des Italiens.
il y a un certain nombre de pays de l'Union européenne qui ont dit oui, il faut être un peu... Les Irlandais, par exemple, aussi, les Portugais, ils étaient pour l'appel à un cessez-le-feu. Et ça, comme vous l'avez dit, c'est grave. C'est grave. Je vous assure, madame, que je n'ai jamais vu une position aussi radicale, aussi extrémiste, aussi inhumaine de la part de l'Union européenne, qui n'a jamais eu de cesse de se targuer de ses valeurs et principes. Il y a une radicalisation. Voilà, ses valeurs et ses principes, elle les a piétinés parce qu'il s'agit de sous-hommes, parce qu'il s'agit d'animaux, parce qu'il s'agit de sauvages. C'est ainsi que les Israéliens, même de la bouche de leur Premier ministre, ont donc dit des Palestiniens de Gaza. Et merci ici en Algérie pour les médias algériens, en langue étrangère, notamment en français et pour libérer la parole, évidemment. De rappeler que la bande de Gaza est une région, c'est une ville aussi qui appartient à la Palestine occupée. Elle n'appartient pas à Hamas. Hamas, c'est un mouvement de libération. Stop et fin. Alors justement, vous faites bien de le dire, Madame Lefebvre, c'est une nouvelle phase aussi dans la rhétorique colonialiste sioniste, c'est d'assimiler pas seulement le mouvement Hamas à une organisation terroriste, de la comparer à Daesh, mais c'est l'ensemble. Et on a vu une Israélienne le dire clairement, il n'y a pas de victimes civiles à Gaza, ils sont tous biberonnés au terrorisme et à l'intégrisme. C'est une nouvelle phase, c'est une nouvelle radicalisation. C'est terrible. Vous savez, quand dans les médias mainstream, quand la sémantique utilisée dans le discours, la sémantique utilisée dans le discours, quand on parlait des morts israéliens, on disait il y a tant de tués. Et quand on parle des morts à Gaza, on ne dit pas il y a le nombre de tués, on dit le nombre de morts. C'est-à-dire on ne sait pas qui les a tués. Ils sont morts par une providence divine, on ne sait pas. Donc vous voyez un peu cette sémantique aussi, comment elle est utilisée. Et vous parliez d'un cas d'école, justement. On va terminer pratiquement là-dessus. Le temps qui nous est imparti est déjà terminé. Vous parliez d'un cas d'école. C'est un précédent grave. Je parlais de dérive à l'encontre du droit international. On a vu le secrétaire général de l'ONU, comment il s'est fait malmener après la réunion du Conseil de sécurité, après le rapport onusien, bien sûr, sur les crimes commis par l'armée sioniste. Pourquoi j'ai dit cas d'école ? D'abord, le droit humanitaire et le droit d'ingérence, si on cherche à l'origine, ça vient d'un groupe de pression pro-israélien dont j'ai parlé tout à l'heure, les Fils de l'Alliance. C'est les premiers qui ont utilisé ce principe, droit d'ingérence et droit humanitaire. Mais ce droit humanitaire, ce droit d'ingérence, il est à double face. On voit aujourd'hui... C'est le double standard. Il n'y a pas de droit humanitaire à Gaza. Donc voilà. Pourquoi je dis que c'est un cas d'école ? C'est un cas d'école aussi. C'est une remise en question de tout ce qu'on nous a appris dans les bancs d'université sur les médias, sur l'objectivité, sur la vérification des sources, le respect de l'éthique, sur le respect de l'éthique, sur le professionnalisme en gros. Donc là, on est désarçonné, tout est déconstruit. Alors, qu'est-ce que je vais dire à mes étudiants, moi ? Parlez-leur de la réalité inversée, si on a le temps. C'est la réalité. On n'a plus le temps, on doit justement terminer notre émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Leïla Lefebvre, journaliste accréditée auprès de l'Union européenne, et professeur Abdeslam Benzaoui, enseignant à l'école de journalisme et des sciences de l'information. Le temps est passé très très vite. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. Au revoir. Au revoir.